Il y a des films qui commencent avec une malédiction, un monstre, une guerre ou une grande prophétie. La Reine des Neiges, lui, commence avec quelque chose de beaucoup plus intime. Une petite fille qui aime sa sœur et une autre petite fille qui a tellement peur de lui faire du mal qu'elle finit par disparaître derrière une porte fermée. Et c'est précisément ce qui rend ce film si fort. Au premier regard, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un conte Disney avec un château, une princesse, de la magie, des chansons et un bonhomme de neige drôle. Mais derrière la neige, derrière les robes brillantes, derrière la chanson que presque tout le monde connaît, il y a une histoire beaucoup plus profonde. L'histoire d'une peur qui grandit en silence, jusqu'à devenir assez puissante pour geler tout un royaume. Le film s'appelle Frozen en version originale, mais en France et dans le monde francophone, on le connaît surtout sous le titre La Reine des Neiges. Sorti en 2013, il arrive à un moment où Disney cherche à retrouver la puissance émotionnelle de ses grands classiques, tout en racontant quelque chose de plus moderne. Et au lieu de placer un prince charmant au centre de son histoire, le film choisit un lien plus fragile, plus douloureux, et finalement plus important, le lien entre deux sœurs. D'un côté, il y a Elsa. Elle est l'aînée, l'héritière du royaume d'Arendelle, et dès l'enfance, elle possède un don extraordinaire. Elle peut créer de la neige, faire apparaître de la glace, transformer une pièce entière en terrain de jeu hivernal. Pour un enfant, ce pouvoir devrait être une merveille. Pour Elsa, au début, c'est une joie pure. Elle rit, elle invente, elle construit. Son imagination devient visible autour d'elle. De l'autre côté, il y a Anna, sa petite sœur. Anna n'a pas de magie, mais elle a quelque chose d'aussi puissant dans l'histoire. Elle aime sans retenue. Elle est curieuse, impulsive, pleine d'énergie, incapable de rester loin d'Elsa trop longtemps. Quand les deux sœurs sont petites, leur relation est simple. Anna réveille Elsa en pleine nuit, non pas pour une raison grave, mais parce qu'elle veut jouer. Elle veut profiter de ce monde secret que seule sa sœur peut créer. Cette première partie du film est essentielle, parce qu'elle montre ce qu'Elsa et Anna avaient avant que la peur ne s'installe. Elles ne sont pas seulement deux princesses dans un château. Elles sont deux enfants qui partagent un langage à elles. Elsa crée la neige, Anna s'émerveille. Elsa construit, Anna saute. Elsa invente un petit bonhomme de neige, et Anna lui donne déjà une place dans leur imaginaire. Ce détail peut sembler léger, mais il prépare l'un des personnages les plus aimés du film, Olaf. Olaf, avant d'être un compagnon drôle et vivant, est d'abord un souvenir. Il représente une époque où la magie d'Elsa n'était pas encore vécue comme un danger. Une époque où Anna ne voyait pas sa sœur comme quelqu'un d'étrange ou d'effrayant, mais comme la personne la plus merveilleuse de son monde. Et c'est pour cela que la suite fait mal. Le film ne nous montre pas seulement un accident magique. Il nous montre la fracture d'une relation. Pendant leur jeu, Elsa crée des petites montagnes de neige pour qu'Anna saute de l'une à l'autre. Anna va vite, trop vite. Elsa essaye de suivre le rythme, mais son pouvoir lui échappe. En une seconde, le jeu devient danger. Un rayon de glace frappe Anna à la tête. Elle tombe. Le rire disparaît. La neige n'est plus un décor magique, elle devient une menace. Ce moment est le vrai point de départ de la Reine des Neiges. Pas le couronnement, pas la fuite dans la montagne, pas la grande chanson. Tout commence ici, avec un accident d'enfance. Elsa ne voulait pas blesser Anna. Elle n'a pas agi par colère. Elle n'a pas choisi de faire du mal. Et justement, c'est ce qui rend sa peur encore plus forte. Parce qu'à partir de cet instant, Elsa comprend qu'elle peut détruire ce qu'elle aime même sans le vouloir. Les parents des deux princesses réagissent vite. Ils emmènent Anna et Elsa auprès des trolls, des créatures anciennes liées à la magie et à la nature. Là, Grand-Papi soigne Anna. Il retire de sa mémoire les souvenirs de la magie d'Elsa, mais il laisse en elle l'amour qu'elle porte à sa sœur. C'est un choix très important. Anna oublie les pouvoirs, elle oublie l'accident, elle oublie les nuits de neige dans le château. Mais elle n'oublie pas Elsa. Pour Anna, le manque va donc devenir incompréhensible. Elle va continuer à aimer sa sœur sans comprendre pourquoi cette sœur s'éloigne. C'est une douleur très simple et c'est peut-être pour cela qu'elle touche autant. Anna n'a pas besoin de connaître tous les détails pour souffrir. Elle sait seulement qu'un jour, Elsa était là et que peu à peu, Elsa n'est plus vraiment là. Pour Elsa, la blessure est différente. Elle se souvient de tout. Elle se souvient de l'accident, de la chute d'Anna,
de la panique de ses parents, du regard inquiet des trolls. Et surtout, elle retient une idée qui va dominer toute sa jeunesse. Ses pouvoirs sont dangereux, et le danger vient d'elle. Grand-Paby avertit la famille, le pouvoir d'Elsa est beau, mais il peut devenir très dangereux si la peur le contrôle. Cette phrase va changer toute la vie d'Elsa, car au lieu d'apprendre à vivre avec son don, elle apprend à le cacher. Au lieu d'être guidée, elle est isolée. Au lieu de comprendre sa magie, elle doit la contenir. Les portes du château se ferment, le personnel est réduit, le monde extérieur est tenu à distance, et surtout, Anna est séparée d'Elsa. C'est là que la Reine des Neiges devient beaucoup plus triste qu'il n'en a l'air. Parce que le film ne présente pas Elsa comme une héroïne qui découvre simplement son pouvoir. Il la montre comme une enfant à qui l'on apprend que l'amour passe par la distance. Pour protéger Anna, Elsa doit l'éviter. Pour être une bonne sœur, elle doit ne plus jouer avec elle. Pour ne pas faire de mal, elle doit se rendre invisible. Anna, elle, ne comprend pas. Elle frappe à la porte d'Elsa. Elle l'appelle. Elle lui demande si elle veut faire un bonhomme de neige. Cette demande est enfantine, mais dans le film, elle devient presque déchirante. Parce que Anna ne demande pas vraiment un jeu. Elle demande le retour de sa sœur. Elle demande que la porte s'ouvre. Elle demande qu'on lui explique pourquoi la personne qu'elle aime le plus ne veut plus lui parler. Et derrière cette porte, Elsa est là. Elle entend. Elle voudrait répondre. Mais chaque émotion rend ses pouvoirs plus instables. Plus elle a peur, plus la glace apparaît. Plus elle tente de se contrôler, plus elle se sent prisonnière. Le film installe alors une idée très forte. Elsa n'est pas enfermée seulement dans sa chambre. Elle est enfermée dans une règle. Ne ressens pas, ne montre rien. Contrôle-toi, cache-toi. Cette règle va devenir son identité. Les années passent et le château d'Arendelle ressemble de moins en moins à un foyer. Anna grandit dans les couloirs, cherche de la compagnie, parle au tableau, rêve du jour où les portes s'ouvriront enfin. Elle devient joyeuse en apparence, mais cette joie cache une grande solitude. Elsa, de son côté, grandit avec des gants, avec des gestes mesurés, avec la peur constante que son secret soit découvert. Elle n'est pas seulement une princesse qui attend de devenir reine. Elle est une jeune femme qui redoute chaque émotion. Puis le film ajoute une nouvelle blessure. Les parents partent en voyage et ne reviennent pas. Leur navire disparaît en mer. Pour Anna, c'est une perte terrible parce qu'elle se retrouve encore plus seule. Pour Elsa, c'est aussi la disparition des seules personnes qui connaissaient vraiment son secret. Mais c'est surtout une pression immense. Un jour, elle devra monter sur le trône. Un jour, elle devra ouvrir les portes. Un jour, elle devra se tenir devant tout un royaume, enlever une partie de ses protections et faire semblant d'être parfaitement maîtresse d'elle-même. À ce moment-là, on comprend que la Reine des Neiges ne construit pas son suspense autour d'un méchant classique. Le vrai danger, au début, c'est la peur. Pas une peur spectaculaire, pas une peur de monstre ou de combat, mais une peur intime, installée depuis l'enfance. Elsa a peur d'elle-même. Anna a peur d'être rejetée sans raison. Et Arendelle, sans le savoir, attend une reine qui n'a jamais appris à exister librement. C'est ce qui donne autant de force au couronnement qui approche. Pour le royaume, c'est un événement royal, une fête, une journée historique. Pour Anna, c'est l'espoir fou que les portes s'ouvrent enfin, que la vie recommence, que sa solitude se termine. Pour Elsa, c'est presque une épreuve impossible. Elle doit apparaître devant tout le monde, sourire, saluer, tenir les objets du rituel, cacher ses mains, cacher ses émotions, cacher sa panique. Le spectateur sait déjà que ce contrôle ne pourra pas durer éternellement. C'est même la grande tension du début. Elsa a construit toute sa vie autour d'un secret, mais ce secret dépend d'une chose impossible à maîtriser complètement. Une émotion trop forte, une dispute, une surprise, une colère, une peur, et tout peut sortir. Et c'est exactement ce que le film prépare. Les portes vont s'ouvrir. Anna va découvrir le monde extérieur avec une naïveté touchante. Elsa va devoir devenir reine devant des invités venus de loin. Et dans ce décor de fête, de musique et de lumière, la glace attend déjà le moment où elle va révéler ce que personne n'était censé voir. Car le plus tragique dans la Reine des Neiges, ce n'est pas qu'Elsa ait un pouvoir dangereux. C'est qu'elle a passé toute sa vie à croire qu'elle était elle-même le danger. Et quand une personne grandit avec cette idée, il suffit parfois d'une seule journée, d'une seule dispute,
d'une seule émotion trop forte, pour que tout ce qu'elle a retenu pendant des années explose enfin. Le couronnement devait être le jour où Arendelle retrouvait sa reine. Mais il va devenir le jour où Elsa perdra le contrôle devant tout le royaume. Le jour du couronnement arrive comme une promesse pour toute Arendelle. Depuis des années, les portes du château sont restées fermées, les couloirs sont devenus silencieux, et le royaume a vécu avec une famille royale presque invisible. Alors quand les portes s'ouvrent enfin, ce n'est pas seulement une cérémonie officielle. C'est comme si tout le royaume respirait à nouveau. Pour Anna, cette journée ressemble à un miracle. Elle n'a pas seulement attendu une fête, elle a attendu une vie. Elle veut voir des gens, parler, danser, rire, ressentir ce mouvement qu'on lui a refusé pendant son enfance. Elle traverse le château avec une énergie presque incontrôlable, comme quelqu'un qui découvre soudain que le monde est beaucoup plus grand que les murs qui l'entouraient. Ce qui rend Anna touchante, c'est justement ce mélange de joie et de manque. Elle est drôle, maladroite, spontanée, mais derrière son excitation, on sent une solitude immense. Quand elle imagine la journée qui l'attend, elle ne rêve pas seulement d'un bal ou d'une robe. Elle rêve d'être regardée, écoutée, choisie. Elle rêve d'une connexion humaine parce qu'elle a grandi dans un palais où la personne qu'elle aimait le plus ne lui répondait plus. Elsa, elle, vit la même journée d'une manière totalement opposée. Pour Anna, les portes ouvertes sont une liberté. Pour Elsa, elles sont une menace. Chaque invité peut devenir un témoin. Chaque regard peut découvrir son secret. Chaque geste peut trahir ce qu'elle essaie de cacher depuis l'enfance. Elle porte ses gants comme une armure. Ce ne sont pas de simples accessoires royaux. Ils représentent toute sa stratégie de survie. Si ses mains sont couvertes, si sa voix reste calme, si son visage ne montre rien, peut-être que la journée pourra passer sans catastrophe. Peut-être qu'elle pourra devenir reine sans que personne ne voie la glace. Peut-être qu'elle pourra donner au royaume l'image d'une souveraine digne, stable, normale. Mais la Reine des Neiges nous montre très vite que ce genre de contrôle est fragile. Elsa n'a pas appris à comprendre ses émotions. Elle a seulement appris à les enfermer. Et le problème, avec une émotion enfermée trop longtemps, c'est qu'elle ne disparaît pas. Elle attend. Elle se renforce. Elle devient plus lourde à porter. La cérémonie du couronnement est donc pleine de tension. Pour les invités, c'est un rituel solennel. Pour Elsa, c'est presque une épreuve physique. Elle doit tenir les objets sacrés du royaume, retirer ses gants, garder ses mains stables, rester devant tout le monde sans laisser sa peur prendre le dessus. Le film transforme un geste simple en moment de suspense. On ne regarde pas seulement une princesse devenir reine. On regarde une jeune femme essayer de survivre à sa propre panique. Et pendant quelques instants, elle y arrive. Elsa devient officiellement reine d'Arendelle. Le royaume l'acclame, la cérémonie semble réussie. Les portes restent ouvertes. La fête peut commencer. Tout ce que la famille royale avait essayé de protéger pendant des années semble encore intact. C'est là que le film change d'énergie, parce qu'Anna, libérée par cette journée, se jette presque dans le monde avec toute la naïveté de quelqu'un qui n'a pas eu le droit de grandir normalement. Elle rencontre Hans, un prince venu des îles du Sud. Leur première rencontre est maladroite, charmante, presque trop parfaite. Ils se percutent, se parlent, se répondent avec une facilité immédiate. Anna, qui a attendu si longtemps qu'une personne s'intéresse vraiment à elle, croit reconnaître quelque chose d'évident. Hans arrive au bon moment, avec le bon sourire, la bonne attention, la bonne douceur. Et pour Anna, cette rencontre ressemble à une ouverture. Elle ne voit pas seulement un prince séduisant. Elle voit une preuve que le monde extérieur peut lui donner ce que le château lui a refusé. De la présence, de l'affection, une réponse. Le film joue alors avec les codes classiques du conte de fées. Pendant longtemps, dans ce genre d'histoire, une rencontre rapide pouvait suffire à installer un grand amour. Deux personnages se voyaient, chantaient, dansaient, et le destin semblait déjà écrit. La Reine des Neiges reprend cette apparence, mais il le fait pour mieux la questionner. Anna croit vivre le début d'un conte romantique. En réalité, le film prépare une leçon beaucoup plus dure sur le besoin d'amour et la précipitation émotionnelle. Quand Anna et Hans passent du temps ensemble pendant le bal, tout semble aller très vite. Ils rient, ils se comprennent, ils partagent cette impression d'être enfin vus. La chanson, l'énergie,
La mise en scène donne à ce moment une légèreté volontaire. Anna a l'air heureuse et on comprend pourquoi. Après des années de portes fermées, de silence et de solitude, elle est prête à croire à une histoire qui commence en une seule soirée. Mais c'est justement ce qui rend la situation dangereuse. Anna ne connaît pas Hans. Elle connaît surtout son propre manque. Elle ne tombe pas seulement amoureuse d'un homme, elle tombe amoureuse de l'idée que quelqu'un puisse enfin rester avec elle. Et cette nuance est essentielle pour comprendre la suite du film. Lorsque Hans demande Anna en mariage, elle accepte presque immédiatement. Dans un conte plus ancien, ce moment aurait pu être présenté comme magique. Ici, il devient le déclencheur de la catastrophe. Anna court vers Elsa avec l'enthousiasme de quelqu'un qui pense annoncer une merveilleuse nouvelle. Elle s'attend peut-être à une bénédiction, à une joie partagée, à un début de réconciliation. Mais Elsa réagit autrement. Et Elsa a raison d'être inquiète. Elle ne connaît pas Hans. Elle sait qu'Anna l'a rencontré le jour même. Elle comprend que sa sœur veut confier sa vie à un homme qu'elle vient à peine de découvrir. Pour Elsa, qui a toujours vécu dans la retenue, cette décision est incompréhensible. Pour Anna, qui a toujours vécu dans le manque, cette décision semble naturelle. Le conflit entre les deux sœurs ne vient donc pas seulement du mariage. Il vient de deux blessures opposées. Anna veut ouvrir toutes les portes d'un seul coup. Elsa veut les refermer avant que tout devienne incontrôlable. La dispute commence autour de Hans, mais elle révèle beaucoup plus. Anna ne parle pas seulement de mariage, elle parle de toutes les années perdues. Elle parle de l'isolement, du silence, du rejet qu'elle n'a jamais compris. Elle veut des réponses. Pourquoi Elsa l'a-t-elle repoussée ? Pourquoi ont-elles vécu comme deux étrangères dans le même château ? Pourquoi la reine peut-elle décider de fermer encore les portes alors que cette journée devait tout changer ? Elsa, de son côté, ne peut pas répondre honnêtement. Elle ne peut pas dire « je t'ai blessé quand nous étions enfants ». Elle ne peut pas dire « j'ai passé ma vie à avoir peur de recommencer ». Elle ne peut pas dire « chaque fois que tu t'approches de moi, j'ai peur de te perdre pour de bon ». Alors elle se réfugie dans l'autorité, elle refuse le mariage, elle ordonne la fin de la fête, elle veut reprendre le contrôle. Mais Anna insiste, et plus Anna insiste, plus Elsa se sent piégée. Les invités regardent. Hans regarde. Le duc de Weselton regarde aussi, avec cette curiosité méfiante qui deviendra très vite de l'hostilité. Tout le monde attend une réaction de la reine. Et Elsa, qui a bâti toute sa vie sur le silence, se retrouve forcée de ressentir devant une salle entière. C'est exactement ce qu'elle redoutait. Dans un mouvement de panique, Elsa perd le contrôle. La glace jaillit. Elle ne frappe pas comme une attaque volontaire, mais elle apparaît assez violemment pour que tout le monde comprenne qu'il se passe quelque chose d'anormal. Le secret que la famille royale protégeait depuis des années est révélé en quelques secondes. Ce moment est l'une des grandes bascules du film. Avant cela, Elsa était une reine mystérieuse, distante, peut-être froide. Après cela, elle devient une menace aux yeux du royaume. Les invités reculent. Certains ont peur. Le duc de Weselton la traite presque immédiatement comme un monstre. Et Elsa voit dans leur regard la confirmation de ce qu'elle craignait depuis l'enfance. Si les autres voient ce qu'elle est capable de faire, ils ne verront plus une personne. Ils verront un danger. Anna essaie de la retenir, mais il est trop tard. Elsa fuit. Elle traverse la salle, quitte le château, descend vers la ville. Sa peur la suit partout, et la glace apparaît sous ses pas, sur les fontaines, sur les objets, dans l'air autour d'elle. Plus les habitants la regardent avec terreur, plus son pouvoir explose. Plus elle tente d'échapper à leur jugement, plus elle laisse derrière elle les preuves de ce qu'elle voulait cacher. La scène est très forte parce qu'elle transforme Arendelle en miroir de l'esprit d'Elsa. Le royaume entier commence à ressentir ce qu'elle porte depuis des années. Le froid, la peur, la paralysie. Ce qui était enfermé dans une chambre d'enfant se répand maintenant dans les rues. Le secret privé devient une catastrophe publique. Et puis arrive le geste qui change tout. Elsa quitte Arendelle et s'enfonce vers la montagne. Elle ne cherche pas à conquérir le royaume. Elle ne cherche pas à punir Anna. Elle veut seulement partir. Elle pense que si elle s'éloigne assez, elle ne blessera plus personne. Son exil est une tentative de protection. Mais comme souvent dans le film, une décision prise par peur produit exactement l'effet inverse. Sans le vouloir,
Elsa plonge Arendelle dans un hiver éternel. C'est une idée magnifique et tragique. La reine qui devait inaugurer un nouveau départ apporte le gel en plein été. La journée qui devait rouvrir le château enferme maintenant tout le royaume sous la neige. Et Anna, qui espérait retrouver sa sœur, la voit disparaître au moment même où elle vient enfin de comprendre qu'Elsa lui cachait quelque chose d'immense. Face au chaos, Anna prend une décision qui résume parfaitement son personnage. Elle ne reste pas au château. Elle ne laisse pas les conseillers, les invités ou Hans régler le problème à sa place. Elle décide de partir chercher Elsa elle-même. Pour elle, la situation est claire. Sa sœur n'est pas un monstre. Sa sœur a peur. Et si Elsa a provoqué cet hiver, alors Anna croit encore qu'elle peut aussi le réparer. Cette confiance est à la fois belle et dangereuse. Anna ne connaît pas la montagne. Elle ne comprend pas vraiment la puissance des pouvoirs d'Elsa. Elle ne sait pas comment convaincre une sœur qui a passé toute sa vie à fuir l'intimité. Mais elle possède quelque chose que personne d'autre à Arendelle ne possède à ce moment-là. Elle aime Elsa avant de la juger. C'est pour cela que son départ fonctionne si bien dans l'histoire. Anna ne part pas seulement pour sauver un royaume gelé. Elle part pour sauver une relation brisée. Elle part avec l'espoir que derrière la reine terrifiée, derrière la magie incontrôlable, derrière la neige qui tombe sur Arendelle, il reste encore sa grande sœur. Mais le chemin vers Elsa ne sera pas simple. La montagne est froide, la tempête se renforce, et Anna va bientôt découvrir qu'aimer quelqu'un ne signifie pas toujours savoir comment l'aider. Sur sa route, elle va rencontrer un homme habitué à la glace, un renne beaucoup plus expressif qu'il n'en a l'air, et un petit bonhomme de neige qui porte en lui le souvenir le plus innocent de son enfance avec Elsa. Anna part donc seule, ou presque seule, dans un royaume qui vient de changer de saison en quelques minutes. Cette idée pourrait sembler légère dans un autre film, mais ici elle montre encore une fois le caractère d'Anna. Elle ne sait pas exactement où elle va, elle n'a pas de vrai plan. Elle n'a pas l'expérience de la montagne, ni celle du froid extrême. Mais elle avance parce qu'elle ne peut pas accepter l'idée qu'Elsa soit abandonnée à sa peur. Derrière son impulsivité, il y a une fidélité très forte. Anna peut se tromper, elle peut aller trop vite, elle peut croire trop facilement aux belles paroles, mais quand elle aime quelqu'un, elle ne l'abandonne pas. C'est même ce qui la distingue du reste d'Arendelle à ce moment du film. Beaucoup voient Elsa comme une menace. Anna, elle, voit encore sa sœur. La route, évidemment, devient rapidement difficile. L'hiver magique n'est pas un simple décor. Il transforme le monde en obstacle. La neige bloque les chemins, le froid s'installe, le vent rend chaque pas plus pénible. Anna, qui quelques heures plus tôt rêvait de bal, de lumière et de romance, se retrouve dans une nature hostile, avec une robe beaucoup trop légère pour survivre longtemps. Le film utilise alors l'aventure pour faire redescendre Anna de son rêve. Le matin même, elle imaginait que les portes ouvertes allaient tout résoudre. Elle croyait avoir trouvé l'amour, retrouvé la liberté, et peut-être même obtenu une nouvelle vie en une seule journée. Maintenant, elle avance dans la neige, son cheval l'abandonne après une frayeur, et elle doit comprendre que le monde extérieur n'est pas seulement merveilleux, il est aussi imprévisible. Cette bascule est importante, parce que la Reine des Neiges n'humilie jamais Anna pour sa naïveté. Le film ne se moque pas d'elle. Il nous fait comprendre d'où vient cette précipitation. Anna n'est pas stupide, elle est affamée de contact humain, elle a été privée d'explications, privée de sa sœur, privée de vraie vie sociale. Alors quand le monde s'ouvre, elle se jette dedans trop vite. Son voyage va justement l'obliger à apprendre la différence entre un élan du cœur et une relation construite sur la confiance. C'est dans ce contexte qu'elle arrive chez Oaken, dans une petite boutique perdue au milieu du froid. Cette scène apporte un changement de ton très efficace. Après la panique du couronnement et la fuite d'Elsa, le film introduit une forme d'humour plus calme, presque absurde. Oaken accueille les clients avec une chaleur commerciale très particulière, comme si la situation n'était pas complètement catastrophique. Tout dehors est gelé, mais lui continue à gérer son commerce, ses affaires d'été, son sauna et ses prix. Ce genre de scène peut paraître secondaire, mais il a une fonction très précise dans le rythme du film. Après un moment dramatique, le spectateur a besoin de respirer. L'humour permet de relancer l'aventure sans effacer les enjeux. Et surtout,
Cette boutique permet à Anna de croiser quelqu'un qui va devenir essentiel, Christophe. Christophe est presque l'opposé d'Anna. Elle vient du château, elle parle beaucoup, elle agit avec son cœur avant de réfléchir. Lui vient du monde de la glace, il connaît la montagne, il est plus fermé, plus méfiant, plus habitué aux reines qu'aux conversations humaines. Là où Anna cherche immédiatement le lien, Christophe garde ses distances. Il observe, il juge, il se protège. Son métier dit déjà beaucoup de lui. Christophe vend et transporte de la glace. Or, depuis qu'Elsa a plongé le royaume dans un hiver éternel, ce métier devient soudain beaucoup moins utile. La magie d'Elsa ne menace donc pas seulement le confort d'Arendelle. Elle bouleverse aussi l'économie simple, des gens qui vivent du climat, des saisons et du travail physique. Pour Christophe, cette catastrophe a presque un côté ironique. Le monde entier est couvert de ce qu'il vend. Mais ce qui rend Christophe attachant, ce n'est pas seulement son côté rude. C'est sa relation avec Sven. Sven n'est pas un simple animal de compagnie ou un renne décoratif. Il fonctionne comme le miroir affectif de Christophe. À travers Sven, on comprend ce que Christophe ne dit pas toujours. Il lui parle, lui répond, lui prête une voix, se dispute avec lui comme avec un ami. Ce duo crée immédiatement une chaleur comique, mais aussi une vraie information sur le personnage. Christophe est solitaire, mais il n'est pas froid. Il a simplement appris à exprimer son affection autrement. Anna comprend vite que Christophe peut l'aider à retrouver Elsa. Lui connaît la montagne du Nord. Lui sait comment se déplacer dans la neige. Lui possède un traîneau, même si ce traîneau va très vite souffrir dans l'aventure. Mais Christophe n'a aucune raison d'accepter. Il ne connaît pas Anna, il n'est pas un chevalier de contes de fées, et il n'a pas envie d'être entraîné dans une crise royale qui ne lui rapporte rien. C'est là que leur dynamique devient amusante. Anna n'a pas la patience de négocier doucement. Elle a une mission. Elle veut sauver Elsa, réparer l'hiver, et revenir avant que le royaume ne s'effondre. Christophe, lui, voit surtout une princesse trop déterminée, mal préparée, qui exige de l'aide comme si le monde devait suivre son urgence. Leur première relation repose donc sur une tension très simple. Anna a besoin de Christophe. Christophe n'a pas envie d'avoir besoin d'Anna. Pourtant, l'aventure les force à avancer ensemble. Et dès qu'ils quittent la boutique, le film change encore de registre. La route devient plus dangereuse, plus rapide, plus physique. Les loups poursuivent le traîneau, le paysage se transforme en terrain d'action, et Anna découvre que le courage ne suffit pas toujours. Il faut aussi de l'expérience, des réflexes, et parfois l'aide d'un renne plus malin que prévu. Cette poursuite avec les loups est importante parce qu'elle commence à modifier le regard de Christophe sur Anna. Au départ, il peut la voir comme une princesse naïve. Mais pendant le danger, Anna ne reste pas passive. Elle participe, elle agit, elle prend des risques. Elle n'est pas une héroïne qui attend qu'on la sauve à chaque instant. Elle peut être maladroite, mais elle possède une énergie réelle. Et Christophe, même s'il ne l'admet pas encore vraiment, commence à voir qu'elle est plus courageuse qu'il ne le pensait. En même temps, Anna commence à comprendre que Christophe n'est pas seulement un montagnard grincheux. Il est compétent, loyal à sa manière, et son lien avec Sven révèle une douceur qu'il cache derrière son ton sec. Le film construit leur relation progressivement, par les gestes et les réactions, pas par une déclaration soudaine. C'est une différence majeure avec la relation entre Anna et Hans. Avec Hans, tout semblait parfait immédiatement. Avec Christophe, tout commence par des désaccords, de la méfiance et des situations inconfortables. Mais justement, cette relation semble plus vivante, parce qu'elle se construit dans la réalité. Après la perte du traîneau, qui est un vrai sacrifice pour Christophe, Anna insiste pour continuer. Elle se sent coupable, bien sûr, parce que son urgence a détruit une partie du travail de Christophe. Mais elle ne peut pas faire demi-tour. Elsa est quelque part dans la montagne, seule, terrifiée, et Arendelle reste prisonnier de l'hiver. Chaque minute compte, même si Anna ne mesure pas encore toute la gravité de ce qui l'attend. Et puis, dans cette aventure déjà pleine de neige, apparaît l'un des éléments les plus surprenants du film. Olaf. Quand Anna et Christophe rencontrent ce bonhomme de neige vivant, la scène pourrait simplement être comique. Olaf parle, bouge, se démonte, se remonte, et possède une innocence presque désarmante. Il n'a pas la logique normale d'un être vivant. Il rêve de chaleur,
de soleil, d'été, sans comprendre que tout ce qu'il désire pourrait le faire fondre. C'est absurde, drôle et immédiatement mémorable. Mais Olaf n'est pas seulement là pour faire rire les enfants. Son importance émotionnelle est beaucoup plus grande. Olaf est une création d'Elsa, et plus précisément, il ressemble au petit bonhomme de neige que les deux sœurs imaginaient ensemble dans leur enfance. Sa présence prouve que, même après des années de séparation, Elsa n'a pas totalement effacé Anna de son cœur. Dans sa solitude, dans sa fuite, dans ce moment où elle croit se libérer du passé, elle recrée malgré elle un symbole de leur lien. C'est l'un des détails les plus beaux du film. Elsa dit vouloir être seule. Elle pense qu'elle doit s'éloigner de tout le monde. Mais sa magie donne vie à un souvenir partagé avec Anna. Autrement dit, même quand Elsa fuit, une partie d'elle revient vers sa sœur. Elle ne sait peut-être pas comment aimer sans danger, mais son pouvoir révèle ce que ses mots ne peuvent pas dire. Olaf devient alors un pont entre le passé et le présent. Pour Anna, il représente une trace de l'Elsa qu'elle a perdue. Il rappelle les jeux d'enfance, les moments de complicité, cette époque où la glace était synonyme de rire et non de peur. Pour Christophe, il est surtout une preuve supplémentaire que cette mission est beaucoup plus étrange que prévu. Et pour le spectateur, Olaf apporte une lumière très particulière dans une histoire qui pourrait devenir trop lourde. Sa chanson sur l'été fonctionne aussi grâce à ce contraste. Olaf rêve de ce qu'il ne comprend pas. Il imagine la chaleur comme un paradis, sans connaître sa propre fragilité. C'est drôle parce que nous savons ce qu'il ignore. Mais c'est aussi touchant parce qu'Olaf incarne une innocence totale. Là où Elsa est écrasée par la peur, Olaf ne connaît pas encore les conséquences. Là où Anna cherche désespérément à réparer le passé, Olaf avance avec une confiance simple. Avec Olaf, le groupe devient complet pour cette partie du voyage. Anna apporte l'amour et l'urgence. Christophe apporte l'expérience et le réalisme. Sven apporte l'instinct, la fidélité et l'humour silencieux. Olaf apporte le souvenir, la naïveté et une forme de vérité émotionnelle. Ensemble, ils se dirigent vers le palais de glace, sans savoir ce qu'ils vont vraiment trouver. Et c'est là que l'histoire se prépare à changer de dimension. Jusqu'ici, Elsa était surtout une absence. Une sœur derrière une porte, une reine en fuite, une silhouette qui disparaît dans la montagne. Mais bientôt, Anna va la revoir face à face. Elle va découvrir ce qu'Elsa a construit loin du royaume. Elle va voir la beauté immense de sa magie, mais aussi la solitude qui se cache derrière cette beauté. Parce que la fuite d'Elsa n'a pas seulement créé un hiver, elle a créé un palais, un endroit magnifique, puissant, presque irréel. Un endroit où Elsa croit enfin pouvoir respirer. Et pourtant, quand Anna y arrivera, elle comprendra que la liberté d'Elsa est beaucoup plus fragile qu'elle en a l'air. Quand Anna, Christophe, Sven et Olaf avancent vers la montagne du Nord, ils ne cherchent pas seulement une reine en fuite. Ils cherchent une vérité que personne à Arendelle n'a vraiment comprise. Elsa n'a pas disparu parce qu'elle voulait faire du mal. Elle a disparu parce qu'elle pensait que sa présence était le danger. Et c'est là que la Reine des Neiges nous offre l'un de ses moments les plus importants. Loin du château, loin du regard des invités, loin des règles qu'on lui répète depuis l'enfance, Elsa marche seule dans la neige. Pour la première fois depuis des années, personne ne lui demande de cacher ses mains. Personne ne lui dit de sourire calmement. Personne ne l'oblige à être une reine parfaite. Elle n'a plus besoin de porter le masque. Au début, cette solitude ressemble à une catastrophe. Elsa vient de perdre son royaume, sa réputation, sa place auprès d'Anna. Elle est poursuivie par la peur qu'elle a déclenchée. Mais peu à peu, dans cette montagne vide, quelque chose change. Le pouvoir qu'elle a toujours retenu commence à sortir sans honte. La glace ne surgit plus seulement comme un accident. Elle devient une création. C'est ce qui rend la séquence de « libérer, délivrer » si puissante. La chanson n'est pas simplement un numéro musical célèbre. Elle marque le moment où Elsa cesse, pendant quelques minutes, de se voir uniquement comme un problème à cacher. Elle laisse enfin son pouvoir s'exprimer. Elle ne tremble plus devant chaque flocon. Elle construit, elle transforme. Elle donne une forme visible à ce qu'elle a gardé enfermé toute sa vie. La montagne devient alors une scène intérieure. Quand Elsa avance, le paysage semble répondre à son émotion. La neige se soulève, la glace s'élève, les escaliers apparaissent sous ses pas. Ce n'est plus la glace incontrôlée du couronnement.
C'est une architecture, une danse, une déclaration. Pour la première fois, Elsa ne subit pas seulement sa magie. Elle la regarde comme une partie d'elle-même. Et visuellement, le film fait quelque chose de très intelligent. Au château d'Arendelle, Elsa était entourée de murs, de rideaux, de règles, de regards. Dans la montagne, l'espace s'ouvre. Tout devient plus grand, plus lumineux, plus pur. Son palais de glace n'est pas seulement un décor spectaculaire. C'est l'inverse exact de sa chambre d'enfant. Avant, elle était enfermée dans une pièce pour ne pas blesser les autres. Maintenant, elle construit elle-même un lieu où elle croit pouvoir exister sans faire de mal. La transformation de sa robe accompagne cette idée. Elsa abandonne l'image rigide de la reine officielle pour une apparence plus libre, plus brillante, plus assumée. Ce changement n'est pas qu'un moment esthétique. Il montre comment Elsa se voit dans cet instant, non plus comme une prisonnière du secret, mais comme quelqu'un qui peut enfin respirer. Pour beaucoup de spectateurs, cette scène est devenue le cœur du film. On comprend pourquoi. Elle parle à une émotion très universelle, le désir de ne plus avoir honte de ce que l'on est. Elsa chante sa libération comme si elle venait de casser une chaîne. Elle rejette les règles, les attentes, la peur du jugement. Elle affirme qu'elle ne veut plus revenir en arrière. Mais le film est plus subtil que cela. Car si cette scène est magnifique, elle n'est pas encore une vraie guérison. Elsa se libère du regard des autres, mais pas de sa peur. Elle quitte le château, mais elle ne répare pas la blessure avec Anna. Elle accepte sa puissance, mais elle ne sait toujours pas comment l'utiliser dans l'amour, dans la relation, dans la responsabilité. Son palais est splendide, mais il est vide. Sa liberté est réelle, mais elle repose encore sur l'isolement. C'est ce paradoxe qui rend Elsa si intéressante. Elle croit avoir trouvé la solution. Partir, vivre seule, ne plus jamais blesser personne. Mais cette solution ressemble beaucoup à la règle de son enfance. Avant, elle était enfermée pour protéger Anna. Maintenant, elle s'enferme elle-même pour protéger le monde. Le décor a changé, la porte est plus belle, le palais est immense, mais la logique reste la même. Si j'aime les autres, je dois rester loin d'eux. C'est pour cela que la chanson peut être ressentie de deux manières à la fois. D'un côté, elle est exaltante. On voit Elsa prendre possession de son pouvoir, créer quelque chose d'incroyable, cesser de demander pardon pour chaque geste. De l'autre, elle est triste, parce que sa liberté se construit sur une rupture. Elle ne dit pas vraiment « je vais apprendre à vivre avec les autres ». Elle dit plutôt « je n'ai plus besoin d'eux ». Et dans une histoire centrée sur deux sœurs, cette différence est capitale. Pendant qu'Elsa croit commencer une nouvelle vie, Anna continue à monter vers elle. Et Anna ne vient pas comme une ennemie. Elle ne vient pas avec des soldats. Elle ne vient pas pour accuser Elsa. Elle vient pour lui parler. Elle vient parce qu'elle croit encore qu'une porte peut s'ouvrir. Même après l'hiver, même après la fuite, même après la révélation des pouvoirs, Anna garde cette conviction presque enfantine. Si elle arrive à rejoindre Elsa, elle pourra la ramener. Olaf rend cette montée encore plus émouvante sans en avoir l'air. Parce qu'il est la preuve vivante que le passé des deux sœurs n'est pas mort. Il marche à côté d'Anna comme un souvenir qui aurait pris vie. Il parle, plaisante, rêve d'été, mais sa simple présence rappelle que la magie d'Elsa peut créer autre chose que la peur. Elle peut créer de la joie. Elle peut donner une forme à l'enfance perdue. Quand le groupe aperçoit enfin le palais de glace, le film nous place dans le même émerveillement qu'Anna. Ce lieu est impossible, majestueux, presque transparent. Il reflète la puissance d'Elsa mieux que n'importe quel discours. Anna voit alors ce que sa sœur a toujours porté en elle. Une beauté immense, capable de transformer le monde. Mais elle ne voit pas encore le danger qui accompagne cette beauté quand elle reste guidée par la peur. La rencontre entre Anna et Elsa dans le palais est donc pleine d'espoir au départ. Anna entre dans ce monde de glace avec surprise, mais aussi avec admiration. Elle ne recule pas devant la magie. Elle ne traite pas Elsa comme un monstre. Elle est même heureuse de la revoir. Pour elle, le plus important n'est pas le palais, ni la neige, ni les pouvoirs. Le plus important, c'est que sa sœur soit là, vivante, devant elle. Elsa, de son côté, est d'abord touchée. On sent qu'elle aime Anna. On sent qu'une partie d'elle voudrait croire que cette visite peut être simple. Mais très vite, la peur revient. Parce qu'Anna ne vient pas seulement lui dire qu'elle l'aime. Elle vient aussi lui annoncer ce qu'Elsa ignore.
Arendelle est plongée dans un hiver éternel. Cette nouvelle brise l'illusion d'Elsa. Jusqu'à cet instant, elle pouvait croire que son exil avait réglé le problème. Elle était partie, donc elle ne blessait plus personne. Elle était seule, donc le royaume pouvait continuer sans elle. Mais Anna lui révèle exactement l'inverse. Même loin, Elsa a provoqué une catastrophe. Son pouvoir dépasse les murs, les montagnes, les intentions. Elle n'a pas seulement fui. Elle a emporté l'été avec elle. La panique revient immédiatement. Et ce retour est très important, parce qu'il montre que le palais n'a pas supprimé le problème. Elsa peut créer des escaliers de glace, changer de robe, chanter sa liberté, bâtir un château magnifique, mais dès qu'elle se sent responsable de la souffrance des autres, elle redevient l'enfant terrifié de la première scène. Anna essaie de la rassurer. Elle croit encore qu'il suffit de revenir. Elle pense qu'ensemble, elles pourront trouver une solution. Mais Elsa n'a jamais appris à résoudre ses pouvoirs avec quelqu'un. Elle a appris à les cacher seule. Alors la présence d'Anna, qui devrait être une consolation, devient aussi une pression. Plus Anna insiste, plus Elsa se sent incapable. Plus Anna veut se rapprocher, plus Elsa a peur de recommencer l'accident de leur enfance. Ce moment est tragique parce que les deux sœurs veulent en réalité la même chose, ne pas perdre l'autre. Anna veut ramener Elsa pour retrouver sa sœur et sauver Arendelle. Elsa veut repousser Anna pour la protéger. Mais comme elles ne comprennent pas leurs blessures de la même manière, leur amour se transforme en conflit. La glace autour d'Elsa commence à réagir. Le palais, qui quelques minutes plus tôt représentait la beauté de son pouvoir, devient le reflet de sa panique. Les formes se font plus agressives, les pics apparaissent, l'espace se tend. Encore une fois, l'émotion d'Elsa transforme le décor. La magie dit ce qu'elle ne parvient pas à expliquer. Et puis, dans un geste de peur, Elsa frappe Anna sans le vouloir. Cette fois, ce n'est pas la tête, c'est le cœur. Le détail change tout. Dans l'enfance, Grand-Papi avait pu soigner Anna en retirant les souvenirs de la magie. Mais une blessure au cœur n'est pas aussi simple. Elle touche quelque chose de plus profond, de plus symbolique, et le film utilise cette idée pour faire basculer l'aventure vers une urgence nouvelle. Anna n'est plus seulement la sœur qui cherche à ramener Elsa. Elle devient elle-même en danger. Elsa, horrifiée, comprend qu'elle vient de répéter ce qu'elle craignait le plus. Elle voulait protéger Anna en restant seule, et malgré tout, Anna est blessée. Pour Elsa, c'est la confirmation la plus cruelle possible. Même dans son palais, même loin du royaume, même après avoir choisi l'exil, elle peut encore faire du mal à la personne qu'elle aime le plus. Alors elle repousse Anna. Elle crée Marshmallow, une créature de glace gigantesque chargée de chasser les intrus. Là encore, le geste d'Elsa n'est pas celui d'une méchante reine. C'est un mécanisme de défense. Elle veut que tout le monde parte avant que la situation empire. Mais plus elle se protège, plus elle devient effrayante aux yeux des autres. Anna, Christophe, Sven et Olaf sont expulsés du palais. Et après cette confrontation, l'aventure n'a plus la même légèreté. Le voyage n'est plus seulement une mission pour convaincre Elsa de revenir. Anna porte désormais en elle une blessure magique qui avance silencieusement. Elle ne le comprend pas encore complètement, mais le danger est entré dans son cœur. À partir de là, la Reine des Neiges devient plus sombre. Le film nous a montré la beauté de la libération d'Elsa, puis il nous rappelle que la liberté sans réconciliation peut rester incomplète. Elsa a trouvé son palais, mais pas la paix. Anna a retrouvé sa sœur, mais pas encore la solution. Et le cœur gelé d'Anna va obliger tout le monde à chercher une réponse beaucoup plus difficile que prévu. Car pour sauver Anna, il ne suffira pas de traverser la neige ou de combattre un monstre de glace. Il faudra comprendre ce qu'est vraiment un acte d'amour sincère. Après la fuite du palais de glace, Anna essaie encore de faire comme si tout pouvait être réglé rapidement. C'est l'une des choses les plus touchantes chez elle. Même quand la situation devient grave, même quand son corps commence déjà à porter les conséquences de la magie d'Elsa, elle continue à regarder vers une solution. Elle ne veut pas croire que l'histoire entre elle et sa sœur puisse se terminer sur une dispute, une blessure et une porte refermée une fois de plus. Mais Christophe, lui, comprend très vite que quelque chose ne va pas. Il connaît la glace, il connaît le froid, il sait reconnaître quand un danger devient physique. Et Anna n'a plus seulement froid à cause de la montagne. Une mèche de ses cheveux a changé. Son énergie commence à se fissurer.
La blessure n'est pas visible comme une plaie normale, mais elle avance en silence, à l'intérieur. C'est ici que Christophe prend une vraie importance. Jusqu'à présent, il était surtout le guide, le montagnard, celui qui connaissait les routes et les dangers. Mais maintenant, il devient celui qui sait où chercher de l'aide. Il pense aux trolls, cette famille étrange qu'il a recueillie quand il était enfant. Pour lui, ce ne sont pas seulement des créatures magiques. Ce sont presque des proches. Ils connaissent des choses que les humains ne comprennent pas toujours, et surtout, ils ont déjà été liés au destin d'Anna et d'Elsa sans qu'Anna s'en souvienne. Le retour vers les trolls crée une scène très particulière, parce que le film mélange encore une fois le sérieux et l'humour. Anna est en danger, mais les trolls, eux, accueillent la situation avec une énergie presque festive. Ils voient Christophe revenir avec une jeune femme et imaginent immédiatement une histoire romantique. Ils chantent, ils plaisantent, ils essaient presque d'arranger le couple avant même de comprendre la gravité du problème. Cette scène peut surprendre, parce qu'elle arrive à un moment où le danger augmente, mais elle sert aussi à montrer quelque chose d'important. Les trolls voient ce que Christophe et Anna ne veulent pas encore vraiment nommer. Entre eux, une relation est en train de se créer, très différente de celle entre Anna et Hans. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas immédiate, elle n'a pas la forme brillante d'un coup de foudre de balle. Elle est maladroite, parfois irritante, mais elle repose déjà sur des actes. Christophe a aidé Anna, il a perdu son traîneau pour elle, il l'a suivie dans la montagne, et maintenant il cherche à la sauver. Mais le film ne transforme pas encore cette relation en solution magique. C'est là que la Reine des Neiges devient plus intelligent qu'un simple conte romantique. Les trolls peuvent chanter, plaisanter, encourager l'idée d'un couple, mais quand Grand Pabi examine Anna, la vérité tombe. Son cœur a été touché par la glace. Et si rien n'est fait, elle se transformera entièrement en glace. La phrase est simple, mais elle donne un nouveau conte à rebours à l'histoire. Anna n'a plus seulement une mission extérieure. Elle a une urgence intime. Son propre cœur est en train de geler. Ce détail est très fort symboliquement parce que Anna est justement le personnage du cœur. Elle avance par amour, par confiance, par désir de lien. Et maintenant, c'est cette partie d'elle-même qui est menacée. Grand Pabi explique alors que seul un acte d'amour sincère peut sauver Anna. Le film ne dit pas encore exactement ce que cela signifie. Et c'est cette ambiguïté qui va guider toute la suite. Pour Anna, la réponse semble évidente. Hans. Elle croit qu'un baiser d'amour véritable pourra la sauver. Elle a grandi avec l'idée que l'amour romantique peut arriver très vite, qu'il peut être total, qu'il peut résoudre une vie entière de solitude. Et comme elle pense être fiancée à Hans, elle croit naturellement que la solution l'attend à Arendelle. Christophe, lui, ne s'y oppose pas frontalement. C'est une partie importante de sa noblesse discrète. Il pourrait profiter de la situation, insister sur ce qui commence à exister entre lui et Anna, lui dire que Hans n'est peut-être pas la bonne personne. Mais il voit qu'elle est en danger. Il voit qu'elle croit à cette solution. Alors il fait ce qu'il faut faire. Il la ramène vers Hans. Ce choix révèle beaucoup sur Christophe. Il n'est pas un prince, il n'a pas les manières parfaites, il n'est pas présenté comme le rêve romantique traditionnel. Mais il agit avec une forme d'amour très concrète, il met le besoin d'Anna avant son propre désir. Et à ce stade du film, c'est déjà un contraste silencieux avec Hans, même si le spectateur ne mesure pas encore toute l'importance de ce contraste. Pendant ce temps, à Arendelle, la situation empire. L'hiver magique n'est plus seulement un phénomène étrange. Il devient une crise politique. Les habitants ont froid, le port est bloqué, les invités étrangers s'inquiètent, et Hans se retrouve dans une position de plus en plus centrale. En l'absence d'Anna et d'Elsa, il prend des décisions, organise l'aide, distribue des couvertures, donne l'image d'un homme responsable. Aux yeux du royaume, il semble presque héroïque. C'est ce qui rend son personnage plus dangereux. Hans ne se présente pas d'abord comme un méchant évident. Il sait se rendre utile. Il sait parler avec douceur. Il sait prendre la place que les autres lui laissent. Et dans une situation de crise, une personne capable de paraître stable peut très vite gagner la confiance de tout le monde. Quand une expédition part vers la montagne pour retrouver Elsa, l'histoire entre dans une zone plus tendue. Elsa, dans son palais, veut seulement être laissée seule. Mais aux yeux du royaume,
elle est devenue la source du désastre. Le duc de Weselton, particulièrement méfiant, voit dans ses pouvoirs une menace à éliminer. Il ne cherche pas à comprendre sa peur, ni son histoire, ni son accident. Il la réduit à ce qu'il voit, une femme capable de créer de la glace et de plonger un royaume entier dans l'hiver. Cette différence de regard est essentielle. Anna voit Elsa comme sa sœur, le duc la voit comme un monstre. Hans, lui, voit surtout une opportunité. L'attaque contre le palais de glace montre à quel point Elsa est prise au piège. Des hommes entrent dans le lieu qu'elle a construit pour se protéger. Ils l'encerclent, la menacent, et elle doit se défendre. Mais chaque geste défensif peut être interprété comme une preuve de danger. C'est le piège tragique d'Elsa depuis le début. Plus elle a peur d'être vue comme monstrueuse, plus sa peur peut produire des images qui confirment cette accusation. Dans cette scène, on voit qu'Elsa pourrait être très puissante. Elle pourrait blesser gravement ses adversaires. Elle pourrait peut-être les tuer. Mais elle ne veut pas aller jusque-là. Même dans la panique, quelque chose en elle résiste à la violence. Hans intervient alors comme s'il cherchait à l'empêcher de devenir une meurtrière. En apparence, il la sauve d'elle-même. Mais le résultat reste le même. Elsa est capturée. La reine qui avait fui pour ne plus faire de mal se réveille enfermée dans un donjon, enchaînée, surveillée, ramenée exactement à ce qu'elle redoutait. Elle n'est plus dans sa chambre d'enfant, mais le symbole est presque identique. Ses mains sont contrôlées. Son pouvoir est traité comme une arme. Son identité est devenue une menace politique. Ce moment est très dur pour Elsa, parce qu'elle apprend aussi qu'Arendelle est toujours prisonnier de l'hiver. Elle ne sait pas comment l'arrêter. Personne ne lui a jamais appris à réparer ce que sa magie provoque. On lui a seulement appris à cacher, retenir, se taire. Maintenant, tout le monde attend d'elle une solution qu'elle ne possède pas encore. Pendant ce temps, Christophe ramène Anna vers le château. La scène a quelque chose de douloureux, parce qu'on sent que quelque chose a changé entre eux. Le voyage les a rapprochés. Christophe voit Anna autrement. Anna aussi, même si elle est trop concentrée sur Hans et sur sa survie pour comprendre pleinement ce qui se passe. Et pourtant, Christophe la laisse partir. Il la confie au château parce qu'il croit que c'est ce qui va la sauver. La noblesse de ce geste est discrète, mais elle compte énormément. Christophe n'exige rien. Il ne transforme pas l'urgence d'Anna en déclaration. Il ne lui demande pas de choisir. Il accepte d'être celui qui aide, même si la récompense émotionnelle revient à quelqu'un d'autre. Et c'est précisément ce type d'amour que le film va bientôt opposer à l'illusion romantique du début. Anna arrive enfin auprès de Hans, affaiblie, tremblante, avec l'espoir que le baiser attendu va sauver son cœur. Toute sa vision du conte de fées se concentre dans ce moment. Depuis le bal, elle pense avoir trouvé son grand amour. Depuis les trolls, elle pense que cet amour est la clé. Elle revient donc vers Hans avec confiance, presque avec soulagement, comme si l'histoire allait enfin reprendre la forme qu'elle croyait connaître. Mais la Reine des Neiges ne veut pas raconter cette version-là. Quand Anna demande à Hans de l'embrasser, le film renverse brutalement tout ce qu'il avait laissé paraître. Hans refuse. Et ce refus n'est pas seulement cruel parce qu'il condamne Anna. Il est cruel parce qu'il révèle que toute la relation n'était qu'un mensonge. Hans n'a jamais été le prince parfait qu'Anna imaginait. Il n'a pas aimé sa solitude, il l'a exploitée. Il n'a pas vu en elle une personne à protéger, mais une porte d'entrée vers le trône. Sa confession transforme le début du film. Les sourires, les chansons, la demande en mariage, tout change de sens. Ce qui paraissait romantique devient stratégique. Ce qui semblait spontané devient calculé. Hans explique qu'il voulait accéder au pouvoir, et que son plan s'est adapté aux circonstances. Elsa étant difficile à atteindre, Anna était la voie la plus simple. Ce moment est l'un des choix les plus audacieux du film, parce qu'il attaque directement une vieille mécanique de conte de fées. L'idée qu'une rencontre parfaite, rapide, brillante, soit forcément vraie. Anna voulait tellement être aimée qu'elle a confondu attention et amour. Et Hans a compris cette faille. Il a joué le rôle exact qu'elle espérait rencontrer. La blessure d'Anna devient alors double. Son cœur gèle à cause de la magie d'Elsa, mais il se brise aussi à cause de la trahison de Hans. Elle est enfermée, abandonnée, privée de chaleur, pendant que Hans sort pour raconter une version mensongère de l'histoire. Il prétend qu'Anna est morte, accuse Elsa, et prépare sa propre prise de pouvoir.
À partir de ce moment, la vraie menace du film devient claire. Elsa a des pouvoirs dangereux, mais elle n'a jamais voulu détruire sa sœur. Hans n'a pas de magie, mais il utilise le mensonge, la confiance et la faiblesse des autres pour atteindre le trône. Le film nous montre ainsi que le monstre le plus dangereux n'est pas toujours celui que tout le monde regarde avec peur. Parfois, c'est celui qui sourit au bon moment. Anna, presque sans force, est laissée seule face au froid qui gagne son corps. Elsa, enfermée ailleurs, est accusée d'un crime qu'elle ne comprend pas encore. Christophe, lui, s'éloigne du château avec Sven, persuadé d'avoir fait ce qu'il fallait, sans savoir que la solution qu'il a offerte à Anna vient de devenir son plus grand danger. Et c'est là que l'histoire approche de son dernier mouvement. Car l'acte d'amour sincère existe bien, mais il ne viendra pas de l'endroit où Anna l'attendait. Il ne viendra pas du prince rencontré en un jour. Il ne viendra pas d'un rêve romantique trop parfait. Il va naître dans la tempête, au moment où Anna devra choisir entre sauver sa propre vie et sauver Elsa. Anna est maintenant enfermée dans une pièce froide, avec une vérité beaucoup plus cruelle que la neige autour d'elle. Elle croyait revenir au château pour être sauvée. Elle croyait que Hans représentait l'amour véritable, celui qui arrive comme dans les contes, avec un sourire parfait et une promesse rapide. Mais en quelques minutes, cette illusion s'effondre. Hans n'est pas son sauveur. Il est l'homme qui a compris sa solitude et qui s'en est servi. Ce moment change profondément la manière dont on regarde Anna. Depuis le début, son désir d'amour pouvait sembler drôle, naïf, presque enfantin. Mais maintenant, on comprend que ce désir l'a rendue vulnérable. Elle n'avait pas besoin d'un mariage précipité. Elle avait besoin qu'on ne la laisse plus seule. Et Hans a donné exactement cette impression, jusqu'au moment où elle n'était plus utile pour son plan. La cruauté de Hans ne vient pas seulement de sa trahison. Elle vient de son calme. Il ne perd pas le contrôle, il ne révèle pas une colère spectaculaire. Il explique, il calcule. Il reprend chaque élément de l'histoire comme une stratégie. Anna était une entrée vers le pouvoir. Elsa, avec ses pouvoirs et sa peur, pouvait devenir l'ennemi idéal. Arendelle, plongé dans l'hiver, avait besoin d'un visage rassurant. Et Hans s'est placé précisément là où le royaume pouvait le voir comme une solution. Pendant qu'Anna s'affaiblit, Hans sort de la pièce et construit immédiatement son mensonge. C'est là que le film montre la différence entre la magie et la manipulation. La magie d'Elsa est visible, spectaculaire, impossible à cacher quand elle explose. Le mensonge de Hans, lui, est plus discret. Il avance dans les mots, dans les regards, dans la confiance que les autres lui accordent. Il n'a pas besoin de glace pour enfermer quelqu'un. Il lui suffit de raconter une histoire au bon moment. Il annonce qu'Anna est morte. Il laisse croire qu'ils ont prononcé leurs vœux avant sa fin. Il transforme sa propre trahison en sacrifice romantique. Puis il dirige la colère du royaume vers Elsa. Pour les autres, tout semble logique. Elsa a déclenché l'hiver, Elsa a blessé Anna, Elsa est dangereuse. Hans n'a plus qu'à pousser cette peur collective jusqu'à sa conclusion la plus violente. Elsa, de son côté, est toujours prisonnière. Enchaînée dans le donjon, elle ne ressemble pas à une reine toute puissante. Elle ressemble à quelqu'un que tout le monde a enfin réussi à réduire à sa peur. Ses mains sont attachées, son pouvoir est surveillé, et elle entend que sa magie continue de détruire le royaume. Elle veut arrêter l'hiver, mais elle ne sait pas comment. Cette impuissance est presque plus terrible que sa puissance. Et plus Elsa a peur, plus la tempête grandit. C'est un détail essentiel, parce que le film ne sépare jamais la magie d'Elsa de son état intérieur. Quand elle respire, quand elle se calme, la glace peut devenir belle, précise, presque artistique. Quand elle panique, le monde se ferme, les pics se forment, la neige devient aveuglante. La météo d'Arendelle devient alors le langage de son émotion. Le royaume entier vit dans la tempête qu'Elsa porte en elle. Dans la pièce où Anna est abandonnée, le froid gagne du terrain. Elle bouge difficilement. Sa peau pâlit, ses cheveux blanchissent davantage, son corps ralentit. Le compte à rebours n'est plus théorique. Il est là, dans chaque respiration. Le cœur d'Anna se transforme peu à peu en glace, et le film nous laisse ressentir une solitude très forte. Après avoir cherché l'amour toute sa vie, Anna risque de mourir seule, enfermée par celui qu'elle croyait aimer. Mais c'est précisément dans ce moment qu'Olaf revient. L'arrivée d'Olaf pourrait être jouée uniquement comme un gag, parce qu'il est maladroit,
parce qu'il ne comprend pas toujours les situations, parce que son corps de neige permet toutes sortes de moments comiques. Pourtant, ici, il devient l'un des personnages les plus importants du film. Il entre dans la pièce, trouve Anna en danger et fait quelque chose de profondément simple. Il reste avec elle. Il allume un feu pour la réchauffer, même si la chaleur menace sa propre existence. Ce geste est discret, presque absurde si on le regarde seulement de manière logique. Un bonhomme de neige qui s'approche du feu risque de fondre. Mais émotionnellement, c'est l'une des premières vraies réponses à la question posée par les trolls. Qu'est-ce qu'un acte d'amour sincère ? Ce n'est pas forcément un baiser. Ce n'est pas forcément une déclaration grandiose. Parfois, c'est accepter de perdre quelque chose de soi pour que l'autre puisse vivre. Olaf ne comprend pas tout du monde, mais il comprend cela. Il dit à Anna qu'on peut faire passer quelqu'un d'autre avant soi. Et cette phrase, dans un film qui semblait d'abord chercher l'amour du côté du prince charmant, change toute la direction de l'histoire. Olaf, le personnage le plus innocent, est aussi celui qui explique l'amour de la manière la plus claire. C'est là qu'Anna commence à comprendre que la solution n'est peut-être pas Hans. Olaf lui révèle que Christophe l'aime. Pas avec des mots parfaits, pas avec une demande en mariage immédiate, pas avec une chanson de bal, mais par ses actes. Christophe l'a accompagnée, protégée, ramenée au château pour la sauver, même si cela voulait dire la laisser à un autre. Et cette forme d'amour, moins brillante, moins théâtrale, est peut-être plus réelle. Anna reprend alors espoir. Si un acte d'amour sincère peut sauver son cœur, et si Christophe l'aime vraiment, alors il faut le retrouver. Le film crée ici un mouvement très fort. Anna, presque gelée, doit sortir du château et traverser la tempête pour atteindre la personne qui pourrait la sauver. Après avoir passé son enfance à frapper à la porte d'Elsa, elle doit maintenant franchir elle-même les portes pour survivre. Pendant ce temps, Sven comprend quelque chose avant Christophe. C'est encore une belle utilisation de leur duo. Sven voit que Christophe ne veut pas vraiment partir. Il sent que son ami a laissé Anna derrière lui, mais que son cœur est resté au château. Christophe essaie de rationaliser, de se dire qu'il a fait le bon choix, qu'Anna est avec son fiancé, que son rôle est terminé. Mais l'amour, dans le film, se reconnaît justement quand la logique ne suffit plus à faire taire l'inquiétude. Quand Christophe voit la tempête s'intensifier au-dessus d'Arendelle, il comprend que quelque chose ne va pas. Il repart alors vers le royaume avec Sven. Ce retour n'est pas motivé par une récompense. Il ne sait pas qu'Anna a été trahie. Il ne sait pas qu'elle cherche maintenant à le rejoindre. Il revient parce qu'il s'inquiète pour elle. Et cette inquiétude, simple et sincère, contraste encore une fois avec la stratégie de Hans. Elsa, elle, parvient à s'échapper du donjon. Ses pouvoirs brisent enfin ses chaînes, mais cette fuite ne ressemble pas à une victoire. Elle ne sort pas libre et triomphante. Elle sort terrifiée, poursuivie par la culpabilité et par l'idée qu'elle est responsable de tout. La tempête devient presque aveuglante. Arendelle disparaît sous le blanc. Le monde extérieur n'a plus de contours clairs, comme si la peur d'Elsa avait effacé toute direction possible. Cette tempête finale est très importante pour le rythme du film. Tous les personnages se déplacent maintenant dans le même chaos, mais chacun avec un objectif différent. Anna cherche Christophe pour être sauvée. Christophe cherche Anna sans savoir qu'elle vient vers lui. Elsa cherche à fuir, encore une fois, parce qu'elle pense que sa présence condamne les autres. Hans cherche Elsa pour l'éliminer et achever son plan. Et au milieu de tout cela, le royaume attend sans comprendre que la vraie solution ne viendra ni d'une exécution, ni d'un baiser précipité, ni d'une fuite de plus. Le film prépare alors son grand renversement. Tout semble indiquer qu'Anna doit atteindre Christophe. La logique du conte romantique se reforme une dernière fois. Une jeune femme mourante, un homme qui l'aime, un baiser qui pourrait tout réparer. La mise en scène nous pousse dans cette direction. Christophe court dans la tempête. Anna l'aperçoit au loin. Chaque seconde compte. Son corps se fige. La distance entre eux paraît immense. Mais la Reine des Neiges n'a pas construit toute son histoire pour revenir simplement à la solution attendue. Depuis le début, le vrai cœur du film n'est pas la rencontre entre Anna et un homme. Le vrai cœur, c'est la relation entre Anna et Elsa. La porte fermée, l'accident d'enfance, l'isolement, le palais de glace, la blessure au cœur, tout ramène à cette séparation entre les deux sœurs.
Et c'est au moment où Anna pourrait courir vers sa propre survie que le film place Elsa en danger. Hans retrouve Elsa dans la tempête. Il lui ment. Il lui fait croire qu'Anna est morte à cause d'elle. Cette phrase détruit Elsa intérieurement. Toute sa peur d'enfance, toute sa culpabilité, tout ce qu'elle a essayé d'éviter depuis des années semble se réaliser dans ces mots. Elsa s'effondre. La tempête se suspend presque autour de sa douleur. Puis Hans lève son épée. Anna voit la scène. Elle voit Christophe d'un côté, c'est-à-dire l'espoir de sauver sa propre vie. Elle voit Elsa de l'autre, à quelques secondes d'être tuée. Et dans cet instant, le film pose enfin sa vraie question. Quand l'amour devient un choix, vers qui Anna va-t-elle courir ? La réponse va transformer toute l'histoire. Anna voit donc deux chemins devant elle. D'un côté, Christophe avance dans la tempête. Il représente la chaleur, la possibilité d'être sauvée, peut-être même l'amour qu'elle n'avait pas reconnu assez tôt. De l'autre côté, Elsa est à genoux, brisée par la culpabilité, sans voir que Hans s'apprête à la battre. Pendant tout le film, Anna a cherché quelqu'un qui choisirait de rester avec elle. Elle a frappé à la porte d'Elsa. Elle a cru à la promesse de Hans. Elle a découvert, avec Christophe, une affection plus lente et plus sincère. Mais maintenant, le film retourne la question. Il ne s'agit plus de savoir qui va choisir Anna. Il s'agit de savoir qui Anna va choisir elle, au moment où son propre cœur est presque entièrement gelé. C'est là que la Reine des Neiges révèle son vrai sujet. L'acte d'amour sincère n'est pas seulement quelque chose qu'Anna doit recevoir. C'est quelque chose qu'elle peut donner. Alors Anna ne court pas vers Christophe. Elle court vers Elsa. Ce choix est bouleversant parce qu'il se fait contre l'instinct de survie. Anna sait qu'elle est en train de mourir. Elle sait que chaque seconde compte. Elle sait que Christophe pourrait être sa dernière chance. Mais elle voit sa sœur en danger, et tout ce qui a été brisé depuis l'enfance revient dans ce geste. La petite fille qui demandait à Elsa de faire un bonhomme de neige devient une jeune femme prête à se placer entre sa sœur et la mort. Au moment où Hans abat son épée, Anna arrive devant Elsa. Son corps se transforme entièrement en glace. Elle lève la main, bloque le coup, et l'épée se brise contre elle. La scène est presque silencieuse dans son impact émotionnel. Il n'y a pas besoin d'un long discours. Le geste dit tout. Anna, qui a passé le film à chercher l'amour, vient d'accomplir l'acte d'amour le plus pur de l'histoire. Elle ne sauve pas Elsa parce qu'elle attend quelque chose en retour. Elle ne le fait pas pour être admirée, choisie, récompensée. Elle le fait parce que, malgré la douleur, malgré les années de silence, malgré les blessures, Elsa reste sa sœur. Pour Hans, ce moment est un échec total. Son plan reposait sur deux choses, la peur du royaume et l'isolement des deux sœurs. Il pensait pouvoir utiliser la magie d'Elsa contre elle, puis utiliser la mort d'Anna pour prendre le pouvoir. Mais il n'avait pas compris ce lien. Il avait compris la solitude d'Anna, mais pas sa force. Il avait compris la culpabilité d'Elsa, mais pas l'amour qu'Anna portait encore en elle. Christophe arrive trop tard pour sauver Anna par un baiser. Et ce retard est volontairement important. Dans un autre conte, cela aurait été une tragédie romantique ou une course contre la montre classique. Ici, le fait que Christophe arrive trop tard permet au film de refuser la solution attendue. Ce n'est pas que Christophe n'aime pas Anna. Ce n'est pas que son amour ne compte pas. C'est simplement que l'histoire n'était pas construite pour être résolue par lui. L'histoire devait revenir aux deux sœurs. Elsa découvre alors Anna figée devant elle. La tempête, la peur, Hans, le royaume, tout semble disparaître pendant un instant. Il ne reste que cette image. Elsa face à la conséquence ultime de ce qu'elle redoutait depuis l'enfance. Elle pensait avoir tué Anna. Elle pensait être devenue le danger qu'on lui avait appris à craindre. Et maintenant, elle voit sa sœur transformée en statue de glace pour l'avoir protégée. Ce moment aurait pu enfermer Elsa dans la culpabilité pour toujours. Mais le film choisit une autre direction. Elsa pleure Anna. Elle la serre contre elle. Elle ne fuit plus. Elle ne se cache plus. Elle ne repousse plus sa sœur pour la protéger. Elle reste. Elle accepte enfin de ressentir pleinement l'amour et la douleur, au lieu de les enfermer derrière une porte. Et c'est précisément là que le miracle arrive. Anna dégèle. Son sacrifice était l'acte d'amour sincère annoncé par Grand Paby. Pas le baiser d'un prince. Pas une promesse faite après quelques heures. Pas une idée romantique parfaite. Un vrai choix, fait dans l'urgence, sans garantie, sans calcul.
Anna a donné sa dernière chance de survie pour sauver Elsa, et cet amour-là a réchauffé son propre cœur. La résolution est simple, mais très forte. Le cœur d'Anna était gelé par la magie d'Elsa, mais il est sauvé par l'amour d'Anna elle-même. Le film ne dit pas qu'Anna devait attendre d'être sauvée. Il dit qu'elle portait déjà en elle la force capable de briser la glace. Pour Elsa, la révélation est encore plus grande. Elle comprend enfin ce qui manquait depuis le début. On lui a toujours dit de contrôler ses pouvoirs, mais on ne lui a jamais donné la bonne clé. Elle a essayé la peur, la discipline, les gants, l'isolement, la fuite, le silence. Rien n'a fonctionné. Plus elle avait peur, plus la glace devenait dangereuse. Plus elle se cachait, plus son pouvoir se transformait en catastrophe. Mais l'amour change la nature de sa magie. Quand Elsa comprend cela, elle ne devient pas soudain une autre personne. Elle ne perd pas ses pouvoirs. Elle ne redevient pas normale selon le regard des autres. Au contraire, elle reste Elsa, avec toute sa puissance, mais elle cesse de la laisser être gouvernée par la peur. Elle comprend que son don n'a jamais été seulement une menace. Il dépend de ce qu'elle porte en elle au moment de l'utiliser. Alors elle ramène l'été. Ce geste est l'un des plus importants du film parce qu'il répond à tout ce qui a précédé. Le même pouvoir qui avait gelé Arendelle peut maintenant libérer le royaume. La même reine que les habitants regardaient avec terreur devient celle qui sauve leur monde. La glace n'est plus seulement une trace de panique. Elle peut devenir un outil de beauté, de joie, de lien. Olaf, évidemment, manque de disparaître avec le retour de la chaleur. Et le film utilise ce petit moment avec tendresse. Elsa lui crée un nuage personnel pour qu'il puisse continuer à vivre même en été. Ce détail est drôle, mais il dit aussi quelque chose de très beau. Maintenant qu'Elsa comprend mieux sa magie, elle peut protéger sans enfermer. Elle peut créer une solution qui respecte la nature d'Olaf au lieu de choisir entre le garder dans le froid ou le perdre dans la chaleur. Hans, lui, est enfin exposé. Anna, revenue à elle-même, n'est plus la jeune femme qui croyait aveuglément à son sourire. Elle le confronte, et son geste contre lui a une valeur symbolique très satisfaisante. Elle ne se contente pas d'être sauvée, puis de disparaître derrière une romance. Elle reprend sa dignité. Elle comprend qu'elle a été manipulée, et elle refuse de rester prisonnière de cette erreur. Le duc de Weselton est également remis à sa place. Lui qui voulait exploiter la peur et traiter Elsa comme une menace perd son accès privilégié au royaume. C'est une petite conclusion politique, mais elle compte. Arendelle ne peut pas avancer si les décisions sont guidées par la méfiance, la panique et l'intérêt personnel. Christophe, de son côté, reçoit une reconnaissance plus douce. Anna lui offre un nouveau traîneau et leur relation peut enfin exister sans urgence, sans mensonge, sans conte de faits précipités. Le film ne les force pas dans une grande conclusion romantique écrasante. Il laisse naître quelque chose de plus simple, plus sain, plus amusant. Christophe n'est pas l'homme qui a sauvé Anna par magie. Il est celui qui a été présent, loyal, honnête et qui a appris à l'aimer à travers le voyage. Mais la vraie image finale appartient à Anna et Elsa. Les portes du château s'ouvrent vraiment. Pas seulement pour une cérémonie. Pas seulement pour une journée. Elles s'ouvrent parce que la peur n'a plus besoin de gouverner leur vie. Elsa peut utiliser sa magie devant les autres, non pas comme un secret honteux, mais comme une partie d'elle-même. Anna peut retrouver sa sœur, non plus derrière une porte fermée, mais au milieu du royaume. Le patinage final sur la glace montre cette réconciliation de manière lumineuse. Au début du film, la glace était un souvenir d'enfance, puis une blessure, puis un secret, puis une catastrophe. À la fin, elle redevient un jeu. Elle redevient un lieu de partage. Elsa ne cache plus ce qu'elle peut faire, et Anna n'a plus besoin de supplier pour entrer dans son monde. C'est pour cela que la fin fonctionne si bien. Elle ne supprime pas le passé. Les années perdues existent toujours. L'accident a existé. La solitude d'Anna a existé. La peur d'Elsa a existé. Mais le film montre qu'une relation peut recommencer quand la vérité remplace le silence et quand l'amour n'est plus utilisé comme une raison de fuir. La Reine des Neiges termine donc son histoire principale sur une idée très claire. Le véritable amour n'est pas forcément celui qui arrive le plus vite, ni celui qui ressemble le plus au conte. Le véritable amour, c'est parfois une sœur qui choisit de sauver l'autre au moment où elle aurait toutes les raisons de penser à elle-même. Et maintenant que l'histoire est complète, il reste une question essentielle.
Pourquoi cette fin a-t-elle autant marqué le public, au point de faire de La Reine des Neiges bien plus qu'un simple succès Disney? La fin de La Reine des Neiges fonctionne parce qu'elle semble simple, mais elle répond en réalité à presque toutes les blessures installées depuis le début. Le film aurait pu se contenter d'un message très général sur l'amour, la famille ou la confiance. Mais ce qu'il raconte est plus précis. Il montre comment la peur peut déformer l'amour et comment l'amour peut redevenir une force seulement quand il cesse d'être contrôlé par la peur. Depuis l'enfance, Elsa aime Anna. Il n'y a jamais de doute là-dessus. Même quand elle ferme la porte, même quand elle garde le silence, même quand elle repousse sa sœur dans le palais de glace, elle agit avec l'idée de la protéger. Mais son amour est prisonnier d'une croyance terrible. Si elle aime quelqu'un, elle doit rester loin de lui. Elsa confond protection et séparation. Elle croit que la distance est une preuve d'amour. C'est pour cela que son parcours est si douloureux. Elle ne devient pas froide parce qu'elle n'a pas de cœur. Elle devient froide parce qu'elle a trop peur de son propre cœur. Chaque émotion peut déclencher la glace. Chaque mouvement d'affection peut rappeler l'accident d'enfance. Chaque rapprochement avec Anna peut devenir une menace. Alors Elsa choisit de ne plus s'approcher. Le problème, c'est qu'Anna reçoit cette protection comme un abandon. C'est là que le film devient très humain. Une personne peut croire qu'elle protège quelqu'un en disparaissant, mais l'autre personne peut vivre cette disparition comme un rejet. Elsa se dit « Si je reste loin, Anna sera en sécurité ». Anna, elle, se dit « Pourquoi ma sœur ne m'aime-t-elle plus ?» Le drame du film naît dans cet écart. Les deux sœurs souffrent d'un même événement, mais elles n'en connaissent pas la même version. Anna a perdu ses souvenirs de magie, mais pas son besoin d'Elsa. Elle ne sait pas pourquoi la porte est fermée, donc elle remplit le silence avec ses propres questions. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'Elsa ne veut plus d'elle? Est-ce que la vie normale reviendra un jour? Et quand une personne grandit avec ce manque de réponse, elle peut devenir très vulnérable à la première personne qui lui donne l'impression d'être enfin choisie. C'est exactement ce que Hans exploite. Il n'a pas besoin d'un sortilège. Il n'a pas besoin d'une armée. Il comprend qu'Anna veut être aimée, écoutée, reconnue. Alors il lui renvoie l'image qu'elle attend. Il devient le miroir de son manque. C'est pour cela que son twist fonctionne. Il ne sort pas de nulle part seulement pour surprendre. Il révèle le danger d'un amour qui va trop vite quand il tombe sur une solitude trop profonde. À l'inverse, Christophe représente une forme d'amour moins spectaculaire, mais plus fiable. Il ne promet pas un royaume. Il ne propose pas un mariage après une chanson. Il commence même par être agacé, réticent, parfois brusque. Mais il agit. Il accompagne Anna dans le froid, il la protège, il la ramène au château quand il pense que Hans peut la sauver, et il revient quand il sent qu'elle est en danger. Son amour n'a pas besoin d'être parfait pour être sincère. Pourtant, le film ne choisit pas Christophe comme solution finale, et c'est l'un de ses gestes les plus forts. Il aurait été facile de remplacer un prince trompeur par un autre homme plus honnête. Le message aurait été « Le premier amour était faux, mais le second est vrai ». Ce n'aurait pas été mauvais, mais ce n'aurait pas été aussi puissant. La Reine des Neiges va plus loin. Il dit que l'amour véritable ne se limite pas au couple. L'acte d'amour sincère vient d'Anna elle-même. Ce choix change complètement le sens du conte. Anna n'est pas sauvée parce qu'elle est choisie par un homme. Elle est sauvée parce qu'elle choisit sa sœur. Elle passe de l'enfant qui demande qu'une porte s'ouvre à la jeune femme qui ouvre elle-même la voie du sacrifice. Le film lui donne une vraie maturité émotionnelle. Au début, elle confond amour et réponse immédiate à sa solitude. À la fin, elle comprend que l'amour peut demander de se tourner vers quelqu'un d'autre, même quand soi-même on souffre. Ce sacrifice est aussi la réponse à Elsa. Toute sa vie, Elsa a cru qu'elle devait se couper des autres pour les protéger. Anna lui prouve l'inverse. Elle lui montre que l'amour n'est pas l'absence de danger, ni l'absence de douleur, ni la garantie que personne ne sera jamais blessé. L'amour, c'est aussi rester présent, choisir l'autre, réparer quand c'est possible, apprendre à ne plus fuir. Quand Elsa voit Anna dégeler, elle comprend enfin que son pouvoir n'est pas contrôlé par le rejet de l'émotion, mais par la nature de l'émotion elle-même. La peur rend sa magie violente. L'amour lui donne une direction. Et ce n'est pas une règle magique compliquée, c'est une règle émotionnelle. Elsa ne doit pas devenir moins puissante.
Elle doit cesser de croire que sa puissance la condamne à être seule. C'est pour cela que le retour de l'été est si satisfaisant. Ce n'est pas juste un effet visuel qui règle le problème du royaume. C'est la preuve qu'Elsa a changé de rapport à elle-même. Elle ne détruit pas la glace, elle la maîtrise. Elle ne nie pas son don, elle l'intègre. Elle ne ferme pas les portes, elle les ouvre. Le même pouvoir qui faisait peur devient une source de beauté et de joie. Le film propose alors une idée très moderne pour un conte Disney. La solution n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Elsa ne doit pas être débarrassée de sa magie pour être acceptée. Anna ne doit pas renoncer à son besoin d'amour pour devenir forte. Christophe ne doit pas se transformer en prince parfait. Même Olaf, qui rêve d'été malgré sa nature de neige, reçoit une solution qui respecte ce qu'il est. Chacun avance non pas en effaçant sa différence, mais en apprenant à vivre avec elle. C'est aussi ce qui explique pourquoi Elsa a autant marqué le public. Elle n'est pas une héroïne classique qui gagne parce qu'elle combat un ennemi extérieur. Son plus grand combat se déroule à l'intérieur. Elle affronte la honte, la peur du jugement, la culpabilité, la sensation d'être trop dangereuse pour être aimée. Beaucoup de spectateurs, même sans pouvoir magique, peuvent comprendre cette émotion. Tout le monde connaît, à sa manière, la peur de montrer une partie de soi que les autres pourraient rejeter. La chanson Libérée, délivrée est devenue si célèbre parce qu'elle exprime cette libération avec une force immédiate. Mais la fin du film montre que se libérer ne suffit pas si cette liberté coupe tous les liens. Elsa doit passer d'une libération solitaire à une liberté partagée. Elle doit apprendre que l'acceptation de soi ne veut pas dire fuir le monde, mais pouvoir y revenir sans se cacher. Anna, de son côté, représente une autre forme de courage. Elle n'a pas de magie, elle n'a pas de grande armure, elle n'a pas de pouvoir spectaculaire. Mais elle possède une capacité extraordinaire à aller vers les autres. Son défaut, au début, est de le faire trop vite, sans discernement. Sa force, à la fin, est de le faire avec lucidité. Elle choisit Elsa non pas parce qu'elle ignore la douleur, mais parce qu'elle comprend ce qui compte vraiment. La relation entre les deux sœurs devient donc le vrai centre émotionnel du film. Ce n'est pas une romance qui répare Arendelle. Ce n'est pas un combat final classique. Ce n'est même pas une victoire contre Hans, même si sa défaite est satisfaisante. Ce qui sauve le royaume, c'est la réparation d'un lien abîmé depuis l'enfance. Et cette réparation passe par la vérité. Pendant des années, la famille a cru protéger Anna en lui cachant les souvenirs de la magie. Elle a cru protéger Elsa en lui apprenant à se contrôler. Mais le silence a créé plus de solitude. La peur a pris la place de l'éducation. Le secret a remplacé la confiance. À la fin, les portes ouvertes symbolisent donc bien plus qu'une nouvelle politique royale. Elles signifient que le royaume ne sera plus construit sur le non-dit. C'est une conclusion très forte pour un film familial parce qu'elle parle aux enfants comme aux adultes. Les enfants peuvent y voir une aventure magique avec une reine, une princesse, un renne et un bonhomme de neige. Les adultes peuvent y voir une histoire sur la peur de blesser ceux qu'on aime, sur les effets du silence, sur la manière dont une famille peut se perdre en essayant de se protéger. La Reine des Neiges réussit aussi parce qu'il détourne plusieurs attentes classiques. On croit d'abord que Hans est le prince charmant. Il devient le traître. On croit que Christophe sera forcément la solution romantique. Il compte, mais il n'est pas la réponse finale. On croit qu'Elsa est peut-être la menace principale. Elle est surtout une personne blessée. On croit qu'Anna doit être sauvée. Elle devient celle qui sauve. Ce renversement donne au film une satisfaction particulière. Il ne rejette pas complètement les codes du conte. Il garde la magie, les chansons, l'humour, le royaume, la beauté visuelle. Mais il déplace le cœur du récit. Le véritable amour n'est plus un baiser attendu à la fin. Il devient un choix moral, un geste de sacrifice, une preuve de présence. Et c'est sans doute pour cela que le film a dépassé le simple statut de succès d'animation. Il a touché quelque chose de très large. Derrière son univers de neige, il parle de thèmes que beaucoup de familles peuvent reconnaître. Deux personnes qui s'aiment mais ne savent plus se parler, une peur qui devient un mur, une solitude qui pousse à croire trop vite aux premiers signes d'affection, et la possibilité de rouvrir une porte même après des années de silence. La fin ne dit pas que tout sera parfait. Elle ne prétend pas que les années perdues disparaissent. Mais elle montre un nouveau départ. Elsa n'est plus seule dans son palais.
Anna n'est plus seule devant une porte. Arendelle n'est plus prisonnier de l'hiver. Et la glace, qui était la marque d'une blessure, devient enfin le signe d'une joie partagée. C'est ce passage de la peur à l'amour, de l'isolement au lien, du secret à la confiance, qui donne à la Reine des Neiges sa force durable. Et pour comprendre pourquoi ce film est devenu un phénomène mondial, il faut maintenant regarder ce qui s'est passé derrière l'écran, sa création, ses chansons, son accueil, et la manière dont une histoire de deux sœurs a fini par marquer toute une génération. Pour comprendre pourquoi La Reine des Neiges est devenue un phénomène aussi immense, il faut regarder au-delà de son histoire. Le film fonctionne d'abord parce qu'il raconte quelque chose de simple et fort. Deux sœurs séparées par la peur, réunies par un acte d'amour. Mais son impact vient aussi de la manière dont Disney a réussi à transformer cette base émotionnelle en expérience complète. Une aventure claire, des personnages immédiatement reconnaissables, des chansons qui restent en tête, et une animation capable de rendre la glace presque vivante. Ce qui est intéressant, c'est que le film ne repose pas seulement sur une idée magique, il repose sur un équilibre. S'il avait été uniquement drôle, l'histoire d'Elsa aurait perdu sa profondeur. S'il avait été uniquement dramatique, Olaf et l'esprit d'aventure auraient disparu. S'il avait été seulement spectaculaire, le lien entre Anna et Elsa aurait semblé secondaire. La réussite vient de cette combinaison. Un conte familial accessible aux enfants, mais avec une émotion assez forte pour toucher aussi les adultes. Derrière la caméra, La Reine des Neiges est réalisée par Chris Buck et Jennifer Lee, qui signent aussi le scénario. Ce détail compte parce que le film porte une attention particulière à la psychologie des personnages. Elsa n'est pas réduite à une reine froide ou à une figure de menace. Anna n'est pas seulement une princesse comique et romantique. Toutes les deux ont une blessure claire, une logique émotionnelle et une manière différente de réagir à la solitude. La grande force du scénario est d'avoir déplacé le cœur du conte. Dans beaucoup d'histoires classiques, la magie sert à créer un obstacle extérieur, une malédiction, un sort, un ennemi à vaincre. Ici, la magie est liée à l'état intérieur d'Elsa. Elle ne représente pas seulement ce qu'elle peut faire, mais ce qu'elle ressent. Quand elle a peur, le monde se fige. Quand elle aime, le monde respire. Cette idée rend le film facile à comprendre, mais aussi très puissant symboliquement. Le travail visuel renforce cette lecture. La glace n'est jamais exactement la même selon les scènes. Dans l'enfance, elle est douce, ronde, ludique, presque comme un jouet. Pendant l'accident, elle devient soudaine et dangereuse. Au couronnement, elle surgit comme une erreur impossible à cacher. Dans le palais de glace, elle se transforme en architecture magnifique. Pendant la tempête finale, elle devient confusion, panique, aveuglement. Le même élément visuel accompagne donc toute l'évolution d'Elsa. C'est une idée très efficace pour un film d'animation, parce que l'image raconte ce que les personnages ne disent pas encore. Elsa n'a pas besoin d'expliquer longuement sa peur. On la voit dans ses mains, dans sa respiration, dans les cristaux qui apparaissent malgré elle. Anna n'a pas besoin de répéter qu'elle souffre du silence. On le comprend dans sa manière de parler trop vite, d'espérer trop fort, de chercher immédiatement une présence dès que les portes s'ouvrent. Mais bien sûr, il est impossible de parler de la Reine des Neiges sans parler de ses chansons. Les chansons ne sont pas seulement là pour décorer l'histoire. Les meilleures d'entre elles font avancer les personnages. Je voudrais un bonhomme de neige transforme les années de séparation en émotions immédiates. En quelques minutes, on comprend l'enfance perdue, la solitude d'Anna, la culpabilité d'Elsa et le passage du temps. C'est une chanson simple, mais elle condense presque tout le drame familial du film. L'amour est un cadeau, dans la relation entre Anna et Hans, fonctionne autrement. Elle donne l'impression d'un coup de foudre parfait, rapide, presque trop fluide. Et justement, après la révélation de Hans, cette chanson prend un autre goût. Elle devient le symbole de ce qu'Anna voulait croire. Le film utilise donc la forme du conte romantique pour mieux la retourner plus tard. Et puis il y a libéré, délivré. Cette chanson est devenue beaucoup plus qu'un moment du film. Elle est devenue un phénomène culturel. Sa force vient du fait qu'elle peut être comprise de plusieurs façons. Dans l'histoire, Elsa chante un moment de libération, mais une libération encore incomplète. Pour le public, la chanson peut devenir un cri d'affirmation personnelle.
Elle parle du désir de cesser de se cacher, de ne plus vivre sous le regard des autres, de laisser sortir quelque chose qu'on a longtemps retenu. C'est ce double niveau qui explique sa puissance. Même une personne qui ne suit pas toute l'analyse du film peut ressentir immédiatement l'énergie de la scène. La montée musicale, la transformation visuelle, le palais qui se construit, la voix d'Elsa, tout donne l'impression d'un personnage qui reprend possession de lui-même. Mais quand on regarde le film de plus près, on comprend aussi que cette libération doit encore être corrigée par l'amour. Elsa se libère du jugement, mais elle doit encore apprendre à ne pas confondre liberté et solitude. Le casting vocal a aussi joué un rôle majeur dans l'identité du film. En version originale, Kristen Bell donne à Anna une énergie très humaine, rapide, chaleureuse, parfois maladroite. Idina Menzel apporte à Elsa une puissance vocale qui rend crédible son mélange de fragilité et de grandeur. Jonathan Groff donne à Christophe une présence plus terre-à-terre, plus discrète. Josh Gad, avec Olaf, apporte une innocence comique qui aurait pu être seulement amusante, mais qui devient souvent touchante. Côté francophone, le film a aussi trouvé une place très forte grâce à son adaptation et à ses chansons en français. Pour beaucoup de spectateurs, La Reine des Neiges est inséparable de Libéré, Délivré. Le titre français a lui-même une force particulière. Il met Elsa au centre, mais le film révèle peu à peu que cette Reine des Neiges n'est pas une méchante à vaincre. C'est une sœur à comprendre. À sa sortie, le film devient rapidement un immense succès. Il attire les familles, les enfants, les fans de Disney, mais aussi des spectateurs sensibles à son message plus moderne. Son box-office mondial dépasse largement le $1 milliard, ce qui montre que le phénomène ne se limite pas à un pays ou à une génération. La Reine des Neiges devient un objet culturel partagé. On connaît les personnages, les chansons, les costumes, les répliques, parfois même sans avoir revu le film depuis des années. La réception critique est également solide. Beaucoup saluent le retour d'une grande énergie musicale chez Disney, mais aussi le fait que le film détourne certains codes traditionnels. Ce n'est pas le premier Disney à moderniser le conte, bien sûr, mais La Reine des Neiges le fait avec une clarté très populaire. Il ne donne pas l'impression de rejeter les anciens contes. Il les utilise, puis il déplace leur centre émotionnel. La reconnaissance aux Oscars confirme cette place. Le film remporte l'Oscar du meilleur film d'animation et Let It Go remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ces récompenses ne sont pas seulement des trophées. Elles montrent que le film a réussi sur 2 plans à la fois, comme récit animé complet et comme phénomène musical. Mais l'héritage de La Reine des Neiges ne se mesure pas seulement en chiffres ou en récompenses. Il se mesure dans la manière dont le film a changé la conversation autour des princesses Disney. Anna et Elsa ne remplacent pas totalement les héroïnes précédentes, mais elles ajoutent quelque chose de très important. L'idée que la relation centrale d'un conte peut être une relation familiale et que l'amour le plus décisif peut être celui d'une sœur pour une sœur. Cela ne signifie pas que la romance disparaît. Christophe existe, et sa relation avec Anna apporte de la douceur, de l'humour et une promesse future. Mais le film refuse de faire de cette romance la clé de tout. C'est un choix qui a beaucoup marqué, parce qu'il élargit la définition du véritable amour. Pour un jeune public, cela peut être très fort. L'amour qui sauve n'est pas forcément celui d'un prince. Il peut venir d'un geste de courage, d'un lien familial, d'une personne qui choisit de protéger quelqu'un sans rien demander. Elsa, de son côté, devient l'un des personnages Disney les plus marquants parce qu'elle porte une tension rarement montrée de cette manière dans un film familial. Elle est puissante, mais elle a peur. Elle est admirée, mais elle se sent dangereuse. Elle est reine, mais elle commence l'histoire incapable de vivre librement. Ce mélange la rend mémorable. Elle n'est ni une méchante, ni une héroïne parfaitement stable. Elle est quelqu'un qui doit apprendre à ne plus se détester pour ce qu'elle ne sait pas encore contrôler. Olaf, lui, prouve aussi l'intelligence du film. Dans une version plus faible de l'histoire, il aurait pu être seulement le personnage comique destiné aux enfants. Mais il porte une partie du message. Il vient du souvenir heureux d'Anna et Elsa. Il rêve d'été sans comprendre le danger. Il explique à Anna ce que signifie aimer quelqu'un. Sa naïveté devient une forme de sagesse, parce qu'il dit simplement ce que les autres compliquent. C'est cette richesse qui permet au film de rester vivant.
On peut le revoir pour les chansons, pour l'humour, pour le spectacle de glace, pour la nostalgie Disney. Mais on peut aussi le revoir pour comprendre autrement Elsa, Anna, Hans ou Christophe. Les enfants qui l'ont vu pour Olaf peuvent, plus tard, y reconnaître une histoire sur l'anxiété, la honte, le manque affectif ou la difficulté de parler dans une famille. La Reine des Neiges a ensuite donné naissance à une suite, à des courts-métrages, à des produits, à des spectacles, à tout un univers commercial immense. Mais si tout cela a fonctionné, c'est parce que le premier film avait une base émotionnelle solide. Sans Anna frappant à la porte. Sans Elsa qui tremble derrière ses gants. Sans le sacrifice final. Sans cette idée que l'amour peut dégeler ce que la peur a figé, le phénomène n'aurait pas eu la même force. Au fond, le film reste populaire parce qu'il donne une image très claire d'une émotion que beaucoup de gens connaissent. Vouloir protéger les autres, mais ne pas savoir comment. Vouloir être aimé, mais chercher trop vite la mauvaise personne. Vouloir être libre, mais découvrir que la vraie liberté demande aussi de revenir vers ce qu'on aime. Et c'est pour cela que La Reine des Neiges n'est pas seulement un film sur une reine qui contrôle la glace. C'est un film sur une jeune femme qui apprend à ne plus avoir peur d'elle-même et sur une sœur qui refuse de laisser cette peur gagner. C'est un film où le royaume entier gèle parce qu'une famille n'a pas su parler, puis retrouve l'été parce qu'un geste d'amour dit enfin ce que les mots n'avaient jamais réussi à dire. Des années après sa sortie, on peut encore comprendre pourquoi cette histoire a touché autant de spectateurs. Elle a la forme d'un conte, la puissance d'une comédie musicale, l'humour d'une grande aventure familiale, mais son cœur reste très simple. Deux sœurs ont été séparées par un accident, un secret et des années de silence. Et quand tout semble perdu, ce n'est pas un prince, une armée ou une formule magique qui les sauve. C'est le choix d'Anna de se tourner vers Elsa, et le choix d'Elsa de comprendre enfin que l'amour n'est pas une menace à contrôler, mais la seule force capable de ramener la chaleur. Alors, si la Reine des Neiges continue de marquer les esprits, ce n'est pas seulement parce que ses chansons sont célèbres ou parce que son univers est magnifique. C'est parce que derrière la neige, le film raconte une vérité très humaine. Parfois, ce qui nous enferme le plus n'est pas notre pouvoir, notre différence ou notre passé, mais la peur de blesser ceux qu'on aime. Et parfois, il suffit qu'une personne reste, tende la main et choisisse l'amour malgré le froid pour qu'une porte fermée depuis des années s'ouvre enfin.